Bonsoir à tous, bienvenue sur France 5 en public et en direct comme chaque soir dans cette émission. Vous pourrez intervenir grâce à vos questions SMS, Minitel et Internet. C'est sans doute l'une des affaires criminelles les plus extravagantes du XXe siècle. Dans notre pays, le cinéma, la télévision, la presse n'ont cessé de s'en emparer et de nouvelles questions continuent d'être soulevées. Aujourd'hui, la famille Dominici plaide pour la révision du procès de Gaston Dominici. Elle s'adresse même au président de la République. Nous avons intitulé cette émission Dominici et si avec un point d'interrogation. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Dans quelques instants, nous serons rejoints par Alain Dominici, qui est le petit-fils de Gaston. Il milite depuis plus de 10 ans pour la révision du procès de son grand-père. Je rappelle que Gaston avait été accusé par ses deux fils, dont Gustave, le propre père d'Alain Dominici, avant d'être condamné à mort puis gracié. Il vient de co-signer, Alain Dominici avec William Raymond, une lettre ouverte pour la révision qui vient de paraître chez Flammarion. Jacques Chaput est journaliste. Vous étiez grand reporter pour France Soir au moment de l'affaire. Pour ce journal, vous avez passé plus d'1 an sur place et suivi aussi bien l'enquête que le procès. Vous êtes aussi le seul journaliste à avoir interviewé Gaston Dominici en prison pour le magazine télévisé 5 colonnes à la une. William Raymond est journaliste indépendant. Vous êtes originaire des Alpes de Haute-Provence où l'affaire s'est déroulée. C'est vous qui avez mené une longue contre-enquête intitulée Dominici non coupable, les assassins retrouvés aux éditions Flammarion. Un travail qui a servi de base au scénario du nouveau film télévisé diffusé sur TF1 à la rentrée avec Michel Serrault. Enfin, Martine Anzani est magistrat, conseiller à la Cour de cassation de la Chambre criminelle. Vous êtes surtout présidente de la commission de révision des condamnations pénales, une commission qui examine les requêtes en révision par les condamnés qui ont épuisé tous les recours judiciaires. Précisons que jusqu'ici, toutes les requêtes de la famille Dominici ont été rejetées. Jacques Chaput, j'avais envie de vous poser une première question qui est finalement de savoir pourquoi cette affaire a tellement marqué les esprits, pourquoi elle continue de nous passionner et finalement ce qu'on y a trouvé à la fois hier et aujourd'hui. Comment vous analysez ça, vous? Moi, je crois que c'est très simple. D'abord, c'est pas un crime comme les autres. Il y a une fillette qui a été massacrée. Par conséquent, ça ne peut pas laisser tout le monde indifférent. Mais s'il y a eu ce grand bruit autour de l'affaire, c'est probablement parce que la télévision n'existait presque pas encore, n'est-ce pas? C'était la presse qui racontait l'histoire, et que ça s'est passé au mois d'août, qu'il n'y avait pas grand-chose, que les journaux se passionnaient pour les faits divers. On faisait beaucoup plus de faits divers à cette époque-là qu'on en fait aujourd'hui. Et par conséquent, ce drame qui se passait en France, où une famille d'Anglais était morte, ça a bouleversé tout le monde, d'autant que pendant longtemps, puisque l'enquête policière a duré près de plus d'1 an, le silence existait. Il y avait la famille Dominici ne disait rien, et puis brutalement, tout le monde a parlé, tout le monde aussi après a dit non. Alors ce qui est extraordinaire, parce que dans les simples rebondissements, en essayant d'être factuel, ça paraît ahurissant, c'est qu'il se trouve que Gaston Dominici a été accusé par ses deux fils. Gaston Dominici, je m'excuse d'abord, a reconnu qu'il était l'assassin. Je les ai tués tous les trois. Oui, vous avez raison, c'est c'est capital tout de même. C'est capital. Ensuite, accusé par ses deux fils, condamné à mort, peine commuée en prison à vie par le président Coty, et finalement gracié par le... Enfin, tout ça paraît... Rien que ça, ça paraît invraisemblable. Ça, c'est tout simple. Gaston Dominici a été octogénaire, et le président Coty a dit qu'on ne guillotinait pas un homme qui avait 80 ans. Et puis après, pour l'histoire de la grâce qui lui a été accordée, du moins la libération qui lui a été accordée par le général de Gaulle, je suis très au fait de l'histoire, puisque c'est moi qui ai rencontré un jour Madame de Gaulle en Alsace, lors d'un voyage en France du président de la République, et elle m'a dit, Monsieur Chaput, je crois que vous connaissez bien l'affaire Dominici, vous connaissez bien, oui, l'affaire Dominici, pouvez-vous m'en parler? Et je suis monté dans sa voiture, parce qu'elle m'a dit, j'ai reçu une lettre du curé des Baumettes, qui me raconte combien cet homme est dans un état physique lamentable, il a perdu tous ses cheveux, ses dents, etc. Et il ne peut plus maintenant, s'il a commis l'erreur, il ne peut plus la recommettre, par conséquent, j'aimerais bien qu'on le laisse sortir. Et c'était un samedi. Le mercredi, le général de Gaulle réunissait à déjeuner Malraux, Michelet, qui était le ministre de la Justice,
Et il a été question donc de la libération, enfin un pardon accordé à Gaston Dominici. On va revenir, si vous le voulez bien, dans quelques instants sur les conditions de sa sortie de prison, mais qu'en fait, on comprend. On va dire que c'est une grâce due à l'âge et à l'état de santé. On revient d'abord sur à la fois le mystère, l'ambiance de cette affaire qui avait d'ores et déjà, visiblement, en tout cas des traits de scénario, si on ose utiliser un terme aussi particulier. Le récit a été préparé pour nous par Emmanuel Kreutzer. Au début d'août 52, à Lurs, 2 campeurs anglais étaient assassinés en pleine nuit et leur fillette, qui s'enfuyait affolée en direction de la Durance, était abattue à son tour. C'est le début de l'affaire Dominici. Très vite, l'arme du crime, une carabine rafistolée, est découverte dans la Durance. Tout près du lieu des meurtres, la ferme des Dominici. Des gens simples, sans histoire, et pourtant, c'est le fils Gustave qui découvre le cadavre de la fillette, Elisabeth Gemonde, le crâne défoncé. L'enquête piétine, les preuves manquent, mais le vieux Dominici, Gaston, 75 ans, est mis en cause. La carabine lui appartiendrait. Un an plus tard, l'affaire rebondit. Ses propres fils, Gustave et Clovis, l'accusent des crimes, si bien qu'il finit par s'accuser lui-même. Malgré sa puissance de dissimulation, malgré la terreur qu'il faisait régner sur son entourage, le sadique vieillard a été démasqué. 15 mois de ténacité ont fait du commissaire Sébeil un véritable héros de roman policier. Le commissaire Sébeil et les enquêteurs, les fameux héros de l'époque, auraient en réalité extorqué les aveux et bâclé l'enquête. Il faut se replonger dans l'époque. Il n'y avait pas de police scientifique, il n'y avait pas non plus la culture de préservation des scènes du crime. On va voir que dans cette affaire-là, c'est énorme. Et ensuite, élément important également, le juge d'instruction, qui à cette époque-là avait 33 ans, M. Périez, était soumis à l'autorité du parquet, du procureur de la République, et donc du directeur de l'enquête, c'est-à-dire le commissaire Sébeil. Et dans cette affaire-là, le commissaire Sébeil a fait bêtise sur bêtise, les gendarmes pareil, le juge d'instruction a fait ce qu'il a pu, et le procureur, on n'en a même pas entendu parler. Donc je veux dire que tout était fait pour additionner les éléments qui font qu'aujourd'hui on ne sait pas répondre à la question qui a tué et pourquoi. Il fallait donc un coupable pour ces crimes odieux. Pourtant, Gaston et l'un de ses fils, Gustave, reviennent sur leurs aveux. Les méthodes policières sont mises en cause. Gaston Dominici, malgré cela, reste en prison. Il est renvoyé en cour d'assises le 17 novembre 1954, plus de 2 ans après les faits. Le procès dure 12 jours. Les débats sont houleux. Les Dominici clament l'innocence du patriarche, sauf Clovis, l'un des fils, qui persiste et signe. Gaston laisse alors entendre qu'il est en prison à la place de ce dernier. Il règne une immense confusion. Gaston est tout de même condamné à mort le 28 novembre 1954, avant d'être gracié par le général de Gaulle 6 ans plus tard. La preuve que le doute plane vraiment, à l'époque déjà, sur sa culpabilité. C'est parce qu'il est inconcevable que Gaston Dominici soit coupable, que le général de Gaulle l'a gracié. Alors la justice, elle n'aime pas reconnaître ses erreurs. Elle a une incapacité prétentieuse à ne jamais reconnaître ses erreurs. C'est comme ça, elle n'y arrive pas. Cesnec, la justice continue à ergoter, Missetieno, la justice continue à les repousser, Dominici, la justice continue à ne pas entendre des arguments évidents. La justice ne revient jamais sur le lieu de ses erreurs, en quelque sorte. Gaston Dominici, libéré en 1960, mourra 5 ans plus tard. Malgré sa grâce, il n'a jamais été réhabilité. Ses descendants ont demandé la révision de son procès. 4 demandes qui n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, son petit-fils Alain en appelle à l'opinion publique et au chef de l'État pour engager enfin une procédure en révision. On va prendre une première question qui est finalement tout à fait logique. Alain Dominici, petit-fils de Gaston, nous a rejoint. Mais c'est à vous que je la poserai, Martine Anzani, en rappelant que vous êtes présidente de la commission de révision des condamnations pénales. Un téléspectateur nous dit, mais à quel type d'investigation la justice peut-elle procéder 30, 40, voire 50 ans après les faits? Et c'est vrai que ce sont des questions qu'on se pose tous sur les grandes affaires de ce type. Oui, effectivement, c'est une très bonne question qui est aussi valable, par exemple, dans l'affaire Cesnec, qui est encore plus ancienne puisqu'elle a 80 ans d'âge.
et que les tergiversations dont parle Maître Collard, nous y participons actuellement activement. Moi, j'appellerais ça autrement, mais enfin... Et il faut travailler, c'est presque de l'histoire, c'est presque un travail d'archiviste. Il faut partir du dossier, hein, de toute façon, du dossier initial. C'est souvent de la dentelle. Le dossier Dominici, je ne l'ai pas visualisé parce que je ne m'en suis pas occupée. Mais je crois qu'il est aussi pas en très très bon état. Je parle du dossier de l'époque, physiquement. Oui, physiquement. C'est des dossiers qui se délitent, donc comme tout se délite, les preuves, les vestiges des preuves, etc. Les scellés, il n'y en a plus. Des survivants, alors il y en a certainement davantage dans l'affaire Dominici que dans l'affaire Seznec par exemple. Hein. Et il faut donc, mais ça n'empêche pas de faire des investigations. Les archives existent aussi, indépendamment du dossier, les archives de la police et autres. Voilà, mais ça n'empêche pas de procéder à des auditions, à des vérifications. On peut aussi ordonner des expertises. On peut faire des choses, il ne faut pas démissionner. Alors, on va quand même voir un certain nombre de choses. Pour faire simple, disons, Jacques Chaput, qui avait en plus obtenu une interview à l'époque de Gaston Dominici, est resté convaincu qu'il était coupable de faits dont on rappelle quand même dans le reportage qu'il a commencé par reconnaître. On a envie de vous dire à vous, William Raymond, Dominici non coupable, très bien, c'est le titre d'un livre, ça va faire une très bonne dramatique télé, mais quand même, j'allais dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, sérieusement, concernant cette affaire? En quelques mots. On ne titre pas un livre comme ça par hasard, comme on ne s'adresse pas au président de la République en demandant une révision ou à la cour de révision en demandant de revenir sur une affaire sans fait. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Et aujourd'hui, on a à notre disposition, grâce au dossier, grâce à des archives, grâce à des nouveaux témoins, nous avons à notre disposition de nouveaux éléments prouvant à la fois la non-culpabilité de Gaston Dominici, à la fois... Prouvant la non-culpabilité de Gaston Dominici. Quand, par exemple, vous avez des pièces qui ont été écartées du dossier, comme des relevés de traces de pas qui ont été pris autour des cadavres et que ces traces de pas démontrent que ce ne sont ni les chaussures de Gaston Dominici, ni celles de Gustave, le fils qui habitait à la Grande-Terre, on commence à se poser des questions sur qui était près du corps au moment de l'assassinat d'Elisabeth Drummond. Ce que vous venez de nous citer là, c'est intéressant, c'est préoccupant, mais excusez-moi, ça n'a pas charge de preuve. Non, bien sûr, le minimum, c'est qu'on dise oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Mais évidemment, pour autant, vous êtes d'accord pour dire que voilà. Quand je dis non-culpabilité, donc à deux niveaux. D'abord l'erreur judiciaire, les malversations autour de l'enquête qui a été malmenée, ça tout le monde le reconnaît, même Jacques à mon avis. Et puis à côté de ça, on a aujourd'hui à notre disposition, grâce aux archives britanniques, aux archives allemandes et aux archives françaises, entre autres de la Sûreté nationale, les aveux d'un Allemand qui s'appelle Wilhelm Bartowski, qui a été arrêté 3 jours après les faits et qui a reconnu sur de très longs aveux, des aveux de 11 pages, a reconnu sa culpabilité dans des détails qu'on ne peut pas inventer. Il décrit les lieux du crime, il décrit les panneaux, il décrit les bijoux pris sur le corps de la famille Drummond, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Et surtout qu'aujourd'hui, ce que j'apporte de nouveau au débat, ce sont les documents britanniques, et les Britanniques ont fait la même démarche que les Français, ils sont allés rencontrer cette personne-là en prison, oui. Et ils tirent les mêmes conclusions que les Français en octobre 52, c'est-à-dire que cette personne a participé au crime de la famille Drummond. Alors, je vous remercie de cet effort de synthèse. Si je devais résumer en 2 phrases ce que vous venez de nous dire, vous dites, on a des traces qui pour le moins soulèvent des questions, et ensuite surtout, on a un homme qui s'accuse et qui dit je suis coupable. Pourquoi n'a-t-on pas tenu, tous ceux qui nous écoutent se posent la question, tenu compte de ces faits à l'époque? Et comment l'expliquez-vous? D'après moi, on retombe sur le contexte. Il ne faut jamais oublier le contexte de la France des années 50. C'est un contexte de guerre froide. Et si aujourd'hui, je n'ai pas de réponse absolue sur le pourquoi, du refus de l'étude de ces preuves-là, on peut penser que dans un contexte des années 50, les Français n'ont pas voulu, comme les Anglais n'ont pas voulu, voir cette vérité-là parce qu'elle rentre dans une logique de règlement de compte de services secrets, de guerre entre l'Est et l'Ouest. Et en 52, c'est difficile d'admettre qu'il y a des commandos étrangers qui rentrent sur notre territoire, viennent tuer des gens, puis repartent en toute impunité. C'est une de mes théories sur la raison du silence. Je n'ai pas de preuves sur la raison du silence, mais j'ai suffisamment de preuves pour montrer que cette personne-là a participé au crime. Son témoignage a permis l'arrestation de ses 3 complices, et séparément, ces 3 complices en 1956 ont aussi reconnu le crime. Donc on a 4 personnes, dont une personne qui est vivante, et pour en revenir à la cour de révision, lors de la dernière requête qui a été déposée en 97 par Alain, le dernier point, sur les 15 points qu'on déposait, c'était de dire, voilà, un de ces assassins est toujours en vie, je l'ai rencontré, je suis prêt à donner l'adresse et ses coordonnées à la justice, il est prêt à parler, c'est à vous de jouer, il ne s'est rien passé.
Non, l'ennui tout de Jacques même, Chaput. l'ennui tout de même, c'est que dès 1952, il y avait l'enquête sur place, mais cette enquête avait des ramifications à Paris. Et que le commissaire Gillard, qui ensuite a fait une contre-enquête d'ailleurs avec Chenevier, Gillard est allé et à Stuttgart et à Londres. Il a vu Bartowski. Donc on va dire sur la piste que vient de décrire William Raymond. Ouais. Et qu'il est revenu en disant il n'y a rien de neuf. Alors pourquoi Non, ça c'est vous qui dites ça. Pourquoi à cette époque-là, Gillard, qui est très bien, et malheureusement maintenant Gillard est mort, il ne peut plus apporter de témoignages. Mais je l'ai vu plusieurs fois encore après cette affaire, puisque quand on fait des affaires comme celle-là, on reste toujours en contact avec tout le monde. Je voyais Sébeil, je voyais Périez, longtemps après. Et Gillard n'a rien apporté. Quand on a posé la question à Gillard, qu'est-ce que vous avez retenu là-bas? Rien. Alors, ça, c'est William ce que disait Raymond. Et puis Gillard. ensuite, j'ai des questions à poser à Alain Dominici. Ce que disait Gillard de manière publique. Moi, maintenant, ce qu'on publie sur Internet, sur un site où on va mettre tous ces documents à la disposition du public, le dominici.info, on publie l'intégralité de son rapport, c'est-à-dire ce qu'il écrit, lui, à ce moment-là, à son supérieur. Et dans son rapport, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il revient complètement bouleversé et convaincu de sa visite à Bartowski. Je l'ai interviewé, j'ai enregistré son témoignage, il a accepté de me parler, il m'a fait des révélations en disant « Gillard, il faut attendre que je meure parce que je suis un serviteur de l'État, je le resterai jusqu'au bout. Maintenant, une fois qu'il est mort, je peux le dire, il a reconnu sur cassette, aujourd'hui, avoir le sentiment d'avoir interrogé l'assassin et Drummond. Mais c'est quelque chose qu'on peut dire maintenant qu'il est décédé, mais qu'il ne voulait pas dire tant qu'il était, comme il dit lui-même, un serviteur de l'État. On peut entendre la cassette alors? Évidemment. Ça va vous intéresser? Ouais, j'ai bien compris. Alors, vous continuez l'enquête. Alain Dominici, bon, il y a quand même d'abord un premier fait. Il se trouve que jusqu'ici, les requêtes qui ont été faites par votre famille, elles ont toutes été rejetées. Est-ce que vous comprenez que pour une personne qui découvre ce dossier, elle se dit, bon, écoutez, la machine judiciaire dans ce pays, elle fonctionne avec des heurts, avec des défauts, mais aussi avec des qualités, mais elle s'est quand même déjà beaucoup prononcée. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je travaille depuis, on va dire, une dizaine d'années sur le dossier maintenant. Hein. Je me suis, on va dire, un petit peu impliqué parce que ma mère avait un certain âge et je pense qu'il fallait qu'elle prenne un petit peu de distance par rapport à cette vie qui a été gâchée par rapport à cette histoire. Donc je me suis investi. Il est vrai que depuis, j'ai fait 2 requêtes qui ont plus ou peut-être mal été dirigée, peut-être mal instruite, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas le parent de Gaston Dominici, je ne suis que son petit-fils, et à ce titre, on me refuse les requêtes. Ah, il faut expliquer que la loi a été modifiée, voilà, et que je vous laisse expliquer ça en deux mots, pourquoi on refuse les requêtes, qu'on n'ait pas l'air de s'acharner sur Alain Dominici. Un petit point d'information par rapport à ce qui a été dit au sujet des 2 dernières requêtes. Elles n'ont pas été examinées au fond. Elles ont été déclarées irrecevables en raison du lien de parenté trop éloigné entre donc, le requérant, le petit-fils et donc la personne condamnée. Et ça, c'est la loi. Pourquoi? Excusez-moi, quelqu'un qui nous écoute ce soir et qui dit, mais comment un petit-fils est-il pas... c'est facile, voilà. Il suffit de prendre le code de procédure pénale, de lire l'article 622 alinéa 1 troisièmement et de voir que donc, les liens de parenté, ce sont les parents, l'épouse et les enfants, premier degré. Et ensuite, le lien de parenté est trop éloigné. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à ce moment-là, la requête peut être prise en charge par le ministre de la Justice. C'est ce qui se passe dans l'affaire Seznec. Oui, le lien de parenté, c'était le même, c'était le petit-fils. Et donc, une requête est en cours, est instruite. Oui, mais enfin, il faut être juste. Il y a eu une enquête policière, il y a eu une décision de justice, et il y a eu après un appel, et 2 policiers parisiens, du plus haut grade qui soit, Chenevier et Garça, ont recommencé l'enquête. Moi, j'ai aussi, comme vous, les papiers sur l'enquête de Chenevier. Chenevier n'est plus là, il ne peut plus rien dire, Gillard n'est plus là, il ne peut plus rien dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné leur dossier à un juge d'instruction qui était là, qui s'appelait M. Carias. Et M. Carias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenu il a prononcé un non-lieu. Il a prononcé un non-lieu. Donc il n'a rien trouvé dans ce qu'il y avait. Et pourtant, l'enquête de M. Chenevier et de Gillard l'enquête a bien duré une dizaine de mois. Ce que le public doit savoir aujourd'hui, c'est que M. Gillard, ce commissaire, on le trouve déjà dans l'affaire Seznec. Déjà. Hein? Ses premiers pas, il est fait dans l'affaire Seznec.
Et on va comprendre rapidement que lorsqu'il est envoyé en Allemagne, il faut se poser la question pourquoi c'est lui qui est envoyé en Allemagne, interroger Bartolski. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les documents que nous avons, il ne les remet pas à n'importe qui, il ne les remet pas au commissaire Herzig, il les remet directement au ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. Ce qui est intéressant aussi... Même dans les affaires en ce moment, vous savez qu'on reproche à un certain nombre de personnes de ne pas dire assez vite qu'ils ont entre leurs mains un dossier qui est explosé. Oui, tout à fait. Bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le commissaire Gillard assiste au procès, la totalité du procès. Exactement. Et ensuite on retrouve ce commissaire Gillard auprès de Chenevier. Et c'est lui qui, on va dire, qui oriente, parce que M. Chaput était à l'extérieur, mais mon père était à l'intérieur. Et c'est vrai que lorsque Chenevier disait quelque chose, Gillard contrôlait la totalité des choses. Et ça, je peux le dire de ma place, et M. Chaput ne peut pas le dire. Alors, attendez, deux choses. Il y a une question très claire qui est posée par un téléspectateur qui nous ramène, on va dire, est-ce qu'il y a du nouveau là-dedans ou pas? Et la question est la suivante, William Raymond, et je vous demanderai aussi, vous, Alain Dominici, de réagir, c'est mais qui aurait commandité ce crime d'espionnage et pourquoi? Voilà, vous comprenez, on est passé d'une affaire, j'allais vous dire, rurale et paysanne à, je sais pas, James Bond, parce qu'il y a des morts, il y a des choses terribles, mais un truc qui paraît quand même ahurissant. En quelques mots, expliquez-nous. La première partie de mon travail de 95 à 97 a été de m'intéresser au Drummond, ce que personne n'avait pas vraiment fait. La famille assassinée dans la famille assassinée. Et c'est en travaillant sur les Drummond que j'ai pu retracer documents à l'appui, les véritables activités de Drummond, qui était en gros un chasseur de tête. Il récupérait des savants scientifiques, des scientifiques allemands, est-allemands, tchèques, etc., etc. La police allemande, suivant les 80 aveux de Bartkowski, les a tous vérifiés, et tous sont vrais, a enquêté cette question, qui a commandité? Et ce que les Allemands ont découvert en 1952, c'est que Bartkowski, à l'époque, avec 3 autres malfrats, travaillait pour les services secrets tchèques et à ce titre avait participé, ce sont des faits qui sont prouvés, je le répète, il y a eu des instructions en Allemagne et des peines de prison sur ces affaires-là, a participé à l'enlèvement et à l'assassinat d'autres scientifiques, des scientifiques atomistes par exemple. Donc la police allemande, comme me le dit Gillard, cette cassette que je tiens à disposition à la fois de la justice et à la fois de Jacques Chaput, Gillard me dit c'est une affaire politique dans ce contexte français, ce contexte européen, mondial des années 50. Excusez-moi, pour parler clairement, oui. Vraiment, on est allé flinguer un type qui était un chasseur de tête, essayant de ramener des scientifiques qui pouvaient travailler sur des domaines sensibles. Oui, voilà. Exactement, et c'est quelque chose qui se faisait assez couramment. Ce que ma nouvelle enquête a permis de mettre à jour, c'est que la secrétaire... C'est le parapluie bulgare, sauf que, hélas, la fille et la femme sont là, et du coup on élimine tout le monde? On élimine tout le monde. On élimine tout le monde, mais en 1956, on retrouve la secrétaire d'Andrew Drummond noyée dans le port de Dieppe. J'ai retrouvé l'identité de 9 personnes ayant travaillé avec Sir Jack Drummond qui ont été assassinées ou qui sont morts dans des circonstances assez troubles de suicide ou d'accident entre 1950 et 1960. Donc c'est quelque chose qui se passe. Il faut arrêter de voir l'histoire de France telle qu'on nous l'enseigne dans les livres d'histoire. Il y a une autre histoire de France, une histoire plus sombre, où il y a des règlements de compte, et malheureusement, parce qu'on parle du drame de la famille Dominici, mais il faut aussi parler du drame de la famille Drummond. Il y avait une petite fille, il y avait une femme, et le portrait qu'aujourd'hui j'ai fait de Jack Drummond, qui était malgré tout un humaniste, je ne pense pas qu'en son nom, il aurait accepté que l'on condamne un innocent. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant. Je vais qu'on découvre le deuxième reportage de cette émission, parce qu'il se trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable et qu'on oublie parfois, c'est que les corps de ces 3 victimes n'ont jamais été réclamés et qu'ils sont en fait enterrés à Lurs aujourd'hui. Ce qui nous ramène, voilà, bien entendu à cette ville, dans les Alpes de Haute-Provence. À l'époque, on les appelait les Basses-Alpes. Sur place, on va dire que certains se souviennent et d'autres aimeraient beaucoup oublier. Reportage Magali Frère et Hélène Frade. Personne en Angleterre n'a jamais réclamé les corps de la famille Drummond. Jack, Anne et leur fille Elisabeth reposent depuis plus de 50 ans dans un cimetière du Luberon. Sur leur tombe, des fleurs de plastique, quelques mots en anglais et une date, 5 août 1952. La nuit du drame qui s'est jouée à quelques kilomètres d'ici, en contrebas du village perché de Lurs. Aujourd'hui, les lieux ont changé mais la ferme est toujours là, le chemin où les corps ont été retrouvés aussi. Yves Tellen était à l'époque journaliste pour le quotidien local. Il a assisté à tous les rebondissements de l'affaire. Il était là le jour de la reconstitution, lorsque Gaston Dominici a tenté de se suicider. Il a essayé de sauter par là. Il a enjambé le pont, il s'est précipité là, avec sa canne, son chapeau.
Et il a attrapé une extrémiste par un inspecteur de police qui le suivait, qui le surveillait plus ou moins. Une preuve supplémentaire pour Yves Tellen, qui est convaincu de la culpabilité du patriarche. Dans le pays, selon lui, l'affaire est classée pourtant, et même si une croix vient toujours rappeler la mémoire de la fillette Drummond, la page semble avoir été tournée. Mais en réalité, dans les patrouilles, on s'en fout royalement, ça n'existe plus. C'est passé, c'est terminé, et voilà, chacun a son opinion. Et son opinion, comme je vous le dis, il est plutôt favorable à un crime perpétré par la famille Dominici que par les espions de Berlin ou je ne sais pas d'où là-bas. À 150 mètres des lieux du crime, la ferme de la Grande-Terre, elle, attire pourtant toujours autant les regards. Les Dominici l'ont quittée peu de temps après le drame, et depuis, elle a tour à tour été auberge, pizzeria, gîte, hôtel, avant d'être vandalisée. C'est Gérard de Mester qui l'a rachetée il y a 2 ans pour la restaurer. La ferme en elle-même, elle est là. Donc la fenêtre que vous voyez qui est barricadée, ça c'était la chambre de Gustave. Voilà. Gérard de Mester vit dans la région depuis 25 ans. Il connaissait évidemment l'histoire de cette maison lorsqu'il l'a rachetée. Mais cette histoire, il ne veut pas l'exploiter. Régulièrement, il se retrouve chez lui, nez à nez avec des touristes curieux, souvent des retraités que l'affaire a troublés il y a 50 ans. Ça doit leur rappeler sûrement leur jeunesse. Je veux dire, il y a eu des pages et des pages dans la presse et tout le monde, l'opinion publique était intéressée, oui, oui. Je crois qu'il y a beaucoup plus de questions au village, au restaurant, d'ailleurs au Bello Visto, à chaque fois, d'ailleurs, ils en ont tellement marre. Ici, on dit pas marre, on dit ça les gonfle. Ils en ont tellement marre que des fois, ils leur disent, vous voyez, en bas sur la terrasse, on la voit la campagne, alors qu'on la voit pas du tout. Alors les gens se posent, ils regardent. Voilà, c'est marrant. François Grisol est ce restaurateur de Lurs qui met les touristes sur de fausses pistes. Comme tous les habitants, il en a assez que l'image de son village soit associée à celui d'un fait divers. Il était enfant à l'époque, il se souvient du débarquement massif de journalistes et de leurs approximations, souvent. Quand ils n'avaient rien à photographier, ils photographiaient comme ici ma famille, tout simplement parce qu'ils avaient couché chez nous, il n'y avait pas d'hôtel à Lurs. Et vous voyez sous la photo, la famille Dominici avant le drame vivait heureuse. Bon, là c'est mon père, ma mère, mon petit frère, moi je suis là, j'ai 7 ans, et à côté il y a une photo des vrais Dominici. On a eu un petit peu peur, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, les gens se sont dit, il vaut mieux fermer la porte, on ne sait jamais. Bien qu'on soit convaincu que la famille Dominici était pour rien, mais bon, assassin il y avait, il pouvait très bien être resté dans la région. 50 ans après, les Lursiens ne ferment plus la porte à clé. Ils ont chacun leurs convictions, mais sont passés à autre chose, et ils aimeraient bien que les touristes et les médias en fassent autant. Seulement, l'affaire continue de faire travailler l'imagination. Il y a 2 mois encore, la mairie recevait une lettre d'un corbeau, sûr d'avoir démasqué l'auteur du triple crime. Nouvelle question de téléspectateurs. Les membres de la famille Dominici ont-ils subi des examens psychiatriques? Avaient-ils des raisons de se détester? C'est vrai que ça pose la question des nœuds et des rapports. Parce que vous êtes vous-même dans une situation ahurissante, je le disais au début de cette émission. Est-ce qu'un petit-fils aujourd'hui peut obtenir la réhabilitation d'un grand-père qui a lui-même été accusé par ses enfants, et en l'occurrence par votre père? Bon, donc voilà. Est-ce qu'il y a eu, non, mais à l'époque, est-ce qu'il y a eu des expertises psychiatriques? Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été publiées sur, on va dire, ce qui se jouait dans votre famille? Que mon grand-père. Il n'y a que mon grand-père qui a subi un examen psychiatrique. Le reste de la famille, il n'y avait pas de raison. À partir du moment où il subissait des interrogatoires, de manière à amener, comme Sebeil disait, sa stratégie de petits pas, et qui l'a conduit petit à petit à faire avouer à mon père la participation de mon grand-père au crime. Jacques Chaput, sur ce qui se dégageait de cette famille, enfin ce qu'on ressentait ou ce qu'on en comprenait. Non, mais moi je pense que c'est un crime local, bien situé, et je ne vois pas pourquoi un type de Stuttgart, un agent secret, n'est-ce pas, serait descendu à Lurs pour tuer Drummond, qui était là alors que personne ne savait qu'il allait être là. Alors ne parlons pas des voitures, que les Hillman qui tournent autour de... C'est la même Hillman qui tourne le jour du Corso et qui va s'installer à la Grande-Terre. Personne ne savait, même pas le père de Drummond, qu'il allait s'installer à la Grande-Terre. Mais alors je me demande pourquoi M. Barkowski descend à Lurs avec des armes, et pourquoi il est tué, M. Drummond, sa femme est tuée, la petite fille est massacrée par une arme que possédait M. Gaston Dominici.
Pourquoi? On est loin de la question que vous avez posée, là, oui, si je peux me permettre. On est d'accord. Très loin. Non, mais M. Chaput me connaît, il va vachement bien sa marchandise. Donc, comme ça fait plusieurs fois que je suis sur le plateau avec lui, je me méfie énormément de ce qu'il dit. Parce qu'il est arrivé à son fait, on parle de l'arme. Ce serait été quand même mieux qu'il parle de cette pathologie familiale qu'il a très bien connue, puisqu'il a fréquenté mon grand-père assez longtemps, oui. Il a bu à sa table, mangé à sa table, oui. Et il est allé au tribunal devant le jury, et il a témoigné. Alors ça, ce serait peut-être plus intéressant de le voir. Raconter, si tu sais, ça ne me gêne pas du tout. Ça serait beaucoup plus intéressant. Parce que, oui... Attendez, permettez, excusez-moi, il n'a pas répondu à ma question, mais il a soulevé une question à laquelle il faut répondre. Alors on viendra dans l'autre sens. Et qui revient à dire, en effet, mais écoutez, cette affaire a un aspect extravagant. Comment on va courir depuis Stuttgart, derrière une famille dont personne ne peut présager qu'elle s'arrête à cet endroit-là pour les assassiner? Ou alors ils étaient filés. Non, mais vous voulez bien juste répondre à ça? Non, je peux répondre. Allez-y. C'est aussi extravagant de dire que mon grand-père, qui était à 170 mètres de cette campagne, puisse se lever en pleine nuit, puisse tuer 3 personnes, aller se recoucher et le lendemain vivre sa vie. Et pendant 465 jours, être tranquille. Alors que M. Chaput le côtoie, et les policiers le côtoient, la totalité des gens le côtoient. Et jamais quelque chose a transpiré pendant 465 jours. Il faut quand même être un peu, à mon avis, un petit peu sérieux. Un petit peu sérieux, des deux côtés. Alors moi, il est évident que je défends ma cause tout à fait, puisque j'y ai grandi, hein, puisque j'étais là-dedans. Cette nuit-là, ces coups de feu m'ont réveillé. Et je crois... Ça a réveillé avec 9 mois. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'a pas 9 mois. Oui, mais c'est pas parce qu'on a 9 mois qu'on ne peut pas être réveillé par des coups de feu. Oui, mais on s'en souvient pas. Et puis j'y étais projeté dans cette scène médiatique sans rien demander. Aujourd'hui, je me trouve 52 ans là, après, à cette place, de manière à ce que je puisse dire, cette nuit-là, les gens de la Grande Terre ne sont pas sortis et ne pouvaient pas sortir. Vous m'avez dit tout à l'heure, mais enfin, les preuves de l'innocence sont dans le dossier. Excusez-moi, là, laisse pantois. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Et après, je demanderai quand même à Jacques Chaput de répondre à ma question d'ordre psychologique sur la famille. Voilà. Et je vais faire le lien rapidement avec l'arme. Une arme, ça contient normalement des munitions. Très bien. Les munitions, est-ce qu'on en parle dans le dossier? Nullement. Et pour cause. Il y a dans le dossier, à l'heure actuelle, les numéros des douilles et les numéros des cartouches que l'on a trouvés. Il y en a 7. Sur les 7 références de ces cartouches, 7 références différentes. Il faut savoir que les containers envoyés par le parachutage, des boîtes de 50, avec toute la même référence. Donc cela veut dire que mon grand-père aurait dû être propriétaire de 350 cartouches. Vous comprenez? Pas trop? Non, pas du tout. C'est très simple. Mais non. 7 cartouches différentes. Il n'y a pas 7 cartouches différentes. Tout à fait. 2 cartouches différentes. Non, 7 cartouches avec des références tout à fait différentes. J'ai la requête dans mon sac et je peux vous donner les numéros de ces cartouches. Donc je n'avance pas des choses bien précises. On a bien compris l'incongruité de ce que vous soulevez, mais moi ce que je trouve ça veut dire que lorsqu'on trouve les numéros de série de ces cartouches-là, sont très importantes. Mon grand-père a dû être propriétaire de 350 cartouches. Mon grand-père se serait amusé de prendre une cartouche et de charger chacun dans le chargeur pour aller tuer quelqu'un? Voilà. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Est-ce que ça, vous pensez que c'est vraiment quelque chose d'important? Bien sûr, c'est quelque chose d'important. C'est à lui qui pose la question. C'est un point important. Et moi, ce qui me gêne dans les propos de Jacques Chaput, c'est qu'il affirme des choses qui sont des raccourcis sans avoir, à mon avis, aucune référence au niveau du dossier. Dire que l'arme appartenait à Gaston Dominici, même Sebeil n'a pas pu le prouver. Enfin, non, jamais. On fait venir toute la famille le jour de la reconstitution. Non, on fait venir Gustave et Clovis avec un plan qui est reconnu. On fait venir avec rien. Où était l'arme? Ils arrivent et une planche. Et je vais te raconter même que lorsque Gustave vient à son tour... Non, je vous en prie. Vous tutoyez le petit parce que vous l'avez connu gamin. On se connaît depuis longtemps ensemble. Lorsqu'on fait venir le vieux dans le hangar où était l'arme, à 3 reprises, il va montrer une planche. 2 fois, il monte une certaine planche, mais le photographe dit encore, parce que mon appareil n'a pas marché. Et c'est là où, en effet, au lieu de monter la 3e planche, il monte la 2e planche. Moi, ce que j'aime bien dans le journalisme des années 50, et je suis assez client de ça, malheureusement, là, on parle d'une affaire qui se conclut par une peine de mort, c'est qu'il y a une version assez romantique de l'histoire, où finalement l'envoyé spécial est là, de la naissance de Gaston Dominici jusqu'à son accusation, on nous raconte des choses comme si on avait été. Alors que si on se réfère une nouvelle fois au dossier, dans le dossier qui est aujourd'hui à la disposition de la justice, c'est pas une pièce secrète, on a, et c'est un fait reconnu par le juge Périès, on a le plan fait par le greffier pour expliquer où il devait montrer l'arme. C'est un plan évident. À côté de ça, il y a toutes les rumeurs sur l'arme à pistolet, ce que j'ai entendu tout à l'heure, une arme en mauvais état.
Aujourd'hui, on a les documents de la gendarmerie qui ont analysé cette arme et qui disent non, cette arme est parfaite, est en très très bon état. Moi, j'avais une question à poser tout à l'heure par rapport à la requête en révision et c'est quelque chose qui me glace assez. Une des raisons, il y a eu deux raisons exactement sur la forme qui ont fait que la requête d'Alain a été rejetée. La première, effectivement, parce qu'il n'a pas le droit d'en déposer une. Et la deuxième, c'est parce que, effectivement, le nom de Bartowski apparaissait déjà au dossier. Alors aujourd'hui, on se retrouve face à une situation extrêmement étrange où l'on a des preuves de la non-culpabilité de Gaston Dominici dans le dossier, avec une nouvelle analyse, avec de nouvelles informations, mais on ne peut pas les utiliser parce qu'elles figurent déjà. Comment on peut contourner ça? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ça veut dire que demain, vous pouvez tous ici autour de cette table désigner coupable. Dans le dossier, il y a une preuve de votre innocence et on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle figure déjà au dossier. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Ça, c'est un vrai problème de justice aujourd'hui et moi, c'est ce qui m'interpelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine Anzani? Oui, déjà, une petite observation. Je trouve très intéressant d'assister à ces débats parce que ça montre bien le rôle de la justice qui va arbitrer des thèses totalement opposées. C'est pas facile, on est d'accord. Et qui sont totalement opposées. Bon, déjà, en ce qui concerne aussi le fait que monsieur a dit, le dossier est à la disposition de la justice. Non, actuellement, la justice n'est pas saisie de ce dossier. C'est d'ailleurs pourquoi je suis là, parce que sinon, mon obligation de réserve ne m'aurait pas permis d'être présente et en tout cas d'en parler. Donc actuellement, la justice n'est pas saisie de l'affaire de la révision de la condamnation de M. Dominici. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a expliqué. Actuellement, à moins qu'il y ait des sœurs, il y a des frères, des sœurs, etc., la seule personne qui a déposé une requête a un lien de parenté trop éloigné pour que cette requête soit recevable. Donc vous êtes en train de nous expliquer, Martine Anzani, qu'en fonction de la législation française, aucune requête ne peut plus être posée sur ce dossier. Sauf par le ministre. Mais le ministre, justement, écrit en 98, elle n'a même pas été capable de nous répondre, même pas une lettre en disant voilà, j'ai bien reçu votre courrier. Je vais faire une observation insolente, M. Dominici n'est pas breton. On est d'accord. Ça, c'est d'accord. Il se trouve qu'elle n'est pas là pour vous répondre. Voilà. Je suis désolé. Madame Lebranchu, lorsqu'elle était ministère de la Justice, on lui a rappelé qu'elle avait signé... Attendez, vous venez de nous donner une clé qui est très importante. Excusez-moi, pour tous ceux qui suivent ça. Attendez, c'est qu'aujourd'hui, pardon, s'il vous plaît, le seul recours d'une quelconque façon que pourrait avoir la famille Dominici, ou si on a envie de reprendre les choses en main, il faut que le garde des Sceaux se décide... Je ne sais pas, il y a peut-être encore des membres de la famille qui sont j'ai deux tantes et un oncle qui peuvent, il faut un petit peu comprendre leur souffrance et le désarroi qu'ils peuvent avoir face à cette justice à laquelle on ne peut pas croire. Madame Dominici, excusez-moi, vous ne pouvez pas organiser la défense de votre grand-père comme vous le faites en ce moment et nous expliquer que par ailleurs, vos grandes tantes ou grands-oncles, eux, ne sont pas capables de remplir un bout de papier pour dire on veut aujourd'hui réhabiliter Gaston. Quelqu'un qui écoute ça ne comprend pas. Oui, mais ce qu'on a oublié peut-être de dire, c'est qu'il faut le fait nouveau aussi dans la nouvelle loi. On va venir après. Voilà. Donc les faits nouveaux, on les pioche où? Parce que le deuxième problème que William évoque, c'est Bartowski, le fait nouveau. Mais Bartowski, il est déjà dans le dossier. C'est ce que, vous disiez Jacques Chaput tout à l'heure. Et il a été interrogé. Ben voilà. Donc même si aujourd'hui on apporte des nouveaux documents, de nouveaux éléments, on ne peut pas l'utiliser. Alors, Jacques Chaput, est-ce que vous voulez bien répondre à la question que je vous posais tout à l'heure? Excusez-moi, vous avez passé tellement de temps avec eux, Alain Dominici a rappelé que vous alliez dans la famille. J'ai dit que vous étiez le seul journaliste à être allé le voir en prison, Gaston Dominici. Bon, mais qu'est-ce qu'on comprenait de ce qui se jouait dans la psychologie des personnages de cette famille? Qu'est-ce qui fait que dans une famille, un grand-père s'accuse, ensuite ses enfants l'accusent, et après tout le monde dit non, c'est pas nous. Enfin voilà. Sauf Clovis. Alors, sauf l'oncle d'Alain Dominici. Le fils Dominici. Voilà, comment vous interprétez ça? Qu'est-ce qui se passait dans cette famille? Non, mais il y a un climat, vous comprenez? On parle d'une affaire sans rappeler pourquoi elle s'est passée. Parce que si aujourd'hui beaucoup de gens discutent et ne pensent pas que le père Dominici est coupable, c'est qu'il n'y a pas un mobile très apparent, n'est-ce pas? Or, ce jour-là, on le sait très bien, nous le savons très bien en tous les cas. Et il y avait, le matin, c'est un pays très sec, il y a des cailloux, il n'y a plus de cailloux que de terre, et faire pousser quelque chose, c'est une fortune. De l'autre côté du mûrier, de l'autre côté de la propriété du père Dominici, il y avait un verger qui descendait sur la voie de chemin de fer. Or,
comme il faut tout de même donner de la flotte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans cette maison-là. Et on reviendra pour l'eau parce que quand Madame Dominici et sa petite fille sont allées à la Grande Terre, tout de même le dimanche soir, pour chercher une bouteille d'eau. Et la gamine s'est assise sur les genoux du grand-père. Il l'a amené. Il l'a amené voir. Vous étiez là? Oui. Comme la première fois. Oui, exactement. Il l'a amené voir les chèvres et la petite a caressé les chèvres et tout le monde est entré. Mais pendant ce temps-là, le fils Gaston Dominici, Gustave Dominici, pardon, au lieu de fermer l'eau qui descendait dans la prairie, a laissé l'eau s'échapper. Ce qui fait que la terre s'est gonflée d'eau et est descendue lentement, mais elle est descendue sur la voie ferrée. Or, le train qui passait le lendemain matin ne pouvait ne pas passer et être retardé en tous les cas. Alors le vieux Dominici, après avoir engueulé sérieusement son frère, votre père, il a passé sa soirée en craignant que la terre descende encore sur la voie ferrée. Excusez-moi, en quoi ça explique qu'un homme se lève la nuit, prenne son fusil et aille descendre 3 Anglais? Après avoir couché Madame Drummond. C'est le mobile officiel. Oh non, tu plaisantes. Ah non, il a été condamné sur ça. Il a été condamné sur ça. Mais non, c'est le vieux Dominici qui à un moment a dit, oui, je l'ai vu, etc. Alors tu vois une Nelly se faire tabasser par cet ours, alors voyons. Alors donc le père Dominici, il est là. Il boit du pinard parce qu'il buvait, quoi. C'est pas grave ça d'ailleurs. Mais il est sous ce jour-là. Et son chemin... Vous voyez les journalistes à l'époque. Son chemin le conduit de sa maison à la chute de terre sur la voie ferrée. Et entre sa maison et la chute de la terre, il y a la voiture des Drummond. Alors il passe une fois, il passe 2 fois, il passe 3 fois, ça va. Puis à un moment, le père Drummond, lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ici? Or, il ne parle pas français, ni le vieux ne parle que le patois et un peu bien le français d'ailleurs. Mais Jacques Chaput, excusez-moi. Drummond ne dit pas un mot de français. Non, Jacques Chaput. Pas un mot de français. Mais il est venu à la Sorbonne. Il est venu à la Sorbonne. Il n'a pas fait de discours, c'est faux. Oui, il a fait un discours, mais qu'est-ce qui s'est passé? En français? Oui, non, il a fait 20 lignes en français. Et c'est une connaissance phonétique du texte pour faire plaisir. Vous nous dites, Jacques Chaput, vous nous dites que... Attendez, s'il vous plaît. Faire en anglais. Vous nous dites finalement que voilà un homme qui avait bu, qui s'engueule sur une affaire de gens qui dorment sur un territoire et qu'il prend son fusil. On va marquer une nouvelle pause, découvrir le dernier reportage, puisque on a connu Gabin dans le premier film, que le prochain sera Michel Serrault, et que de toute évidence, ce sera l'un des événements de votre rentrée télévisée en septembre prochain. Le point sur le nouveau film avec Stéphanie Briand, Stéphane Lopez et Maxime Liogier. L'affaire Dominici, le téléfilm événement de la rentrée prochaine. À l'origine du projet, GTV, une société de production connue pour ses téléfilms à succès, comme La Bicyclette Bleue. En 1997, les producteurs achètent les droits d'adaptation du livre de William Raymond, Dominici non coupable, les assassins retrouvés. Une enquête minutieuse qui tend à démontrer l'innocence de Gaston Dominici. Les révélations du journaliste convainquent les producteurs qui flairent là la bonne histoire. C'est ce qu'on dit toujours, la réalité dépasse la fiction, mais bon, il y a aussi le côté bigger than life, comme vous le disait Christian tout à l'heure, des personnages réels. S'il n'y avait pas cette dimension-là, je ne suis pas absolument certain qu'on s'y serait intéressé. C'est que ce sont en effet des personnages de tragédie, ce sont des héros. Et c'est l'éternel combat du bien et du mal et du vrai contre le faux. Et puis là, vous avez en plus, cerise sur le gâteau, si je puis dire, une énorme erreur judiciaire. Et ça, l'erreur judiciaire, ça concerne tout le monde. Pour incarner les figures de l'affaire, Michel Blanc dans le rôle du commissaire Sébeil. Assassiné froidement un par un. On dit que c'est moi. Et après... Et Michel Serrault dans celui de Gaston Dominici. Les ai tués comment? Des personnages mythiques, un des faits divers les plus célèbres du siècle dernier. Où vas-tu? Prévenir Sébeil, il faut que vous voyiez ça avec lui. Mais les scénaristes ne cachent pas leur ambition de donner un éclairage nouveau à l'affaire. Vous venez de me le dire que c'est vous? Mais j'ai jamais dit ça, voyons. Il m'accuse pour sauver mes petits-enfants. Je suis le plus vieux de la famille. Alors évidemment, qui d'autre peut se sacrifier? Qui? C'est une fiction sans en être une, parce que ce sont quand même les personnages et ils sont nommés.
Et voilà, et d'ailleurs c'est important parce qu'il s'agit de faire monter à la lumière des pistes qui n'ont pas été explorées au strict plan de l'enquête. Déjà en 1972, l'affaire Dominici avait été adaptée au cinéma avec dans le rôle titre Jean Gabin. La thèse avancée était très différente, une illustration de la culpabilité de la famille, alors que la nouvelle version ne fait aucun doute sur l'innocence des Dominici, père et fils. Les acteurs eux-mêmes dans leur jeu prêchent pour la réhabilitation du patronyme. Je sais qui je suis. T'entends, Clovis? Tu ne me feras pas passer pour un autre. Moi, j'ai essayé de défendre mon personnage pour justifier cet entêtement à trahir son père jusqu'au bout et à jamais céder. Moi, j'ai essayé de chercher des ficelles en moi qui, pour moi, peuvent expliquer l'attitude de ce personnage et la justifier. Et donc, pour moi, c'est un amour pour son père qui n'a jamais pu s'exprimer et inversement. Et donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Maintenant, je ne sais pas du tout si c'est la vérité, mais en tout cas, je pense que ça peut donner une explication, quoi, vraiment. Pour Pierre Boutron, le réalisateur, il était de son devoir de dénoncer l'erreur judiciaire. Pendant de longues semaines, il s'est documenté pour enrichir le scénario de son interprétation personnelle et expliquer les mécanismes qui ont fait de Gaston Dominici le coupable idéal. Regardez tout, vous avez tout. Et quand on parle de l'affaire Dominici, c'est ce vieux, c'est un violeur, un assassin d'enfants, il a sauté Madame Brumont, ensuite il les a flingués, etc. Ce qui est complètement, mais c'est de la rigolade. Mais on en est encore là. On en est, c'est l'image qu'on a de ce type-là, en tout cas dans la région. Et ben, quand ils vont voir le film, ils vont quand même revoir leur copie, moi je vous le dis. Hein. À la limite, 50 ans après, l'essentiel n'est pas de savoir où elle a été, l'essentiel est de savoir où sont les innocents, d'abord. Et c'est le but du film? Oui, c'est le but du film, bien sûr que c'est le but du film. Puisqu'il y a une demande en révision du procès, qui est faite par la famille, ils en ont bavé, hein, la famille Dominici. Hein. Même si aujourd'hui le réalisateur s'en défend, le film prend incontestablement une dimension militante. Reste à savoir si 50 ans plus tard, cette fiction fera basculer l'opinion publique sur la thèse de l'innocence. On a quand même envie de vous poser une question, Alain Dominici, qui est de savoir si c'est pas extrêmement difficile de porter votre nom. À l'heure actuelle, pas du tout. Pas du tout, parce que à l'âge de 16 ans, ben, j'ai essayé de comprendre et je me suis plongé dans ce dossier que l'on parlait tout à l'heure. Et dans ce dossier, ben, il y a tous les éléments qui innocentent mon grand-père. Lorsqu'on parle d'empreintes de pas, eh bien, on ne trouve pas celle de mon grand-père, on trouve d'autres chaussures. Lorsqu'on parle de ce grand-père qui est resté là toute la journée, sur place, qui a assisté... Ça n'a quand même pas dû être tout le temps facile. Enfin, je veux dire, là, c'est vrai que vous nous présentez aujourd'hui un visage et on va dire une combativité dont on se dit, voilà, c'est un homme qui a envie d'y aller, mais oui. Je ne sais pas, quand vous aviez 10-15 ans et en vivant sur place, ça devait quand même être difficile, non ? Oui, mais de temps en temps, je prends des chemins de traverse et j'explique que celui qui porte des lunettes, qui est rouquin ou qui a des taches de rousseur, a autant de problèmes que s'appelait Dominici. Et il est vrai que j'ai eu des amis qui s'appelaient Baudet et ils en prenaient plein la tronche parce qu'ils s'appelaient Baudet. Donc je veux dire par là que ben, chacun son karma et puis on avance un petit peu. Moi personnellement, j'ai fait un travail sur moi qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler de tout ça avec beaucoup de détachement et je peux parler avec objectivité de beaucoup de choses, ce qui me permet d'avancer. Juste une question, Martine Anzani, ça sera la dernière. Est-ce que la médiatisation qu'on va connaître avec la sortie de ces livres, le film qui arrive à la rentrée, nous consacrons 1h15 d'émission aujourd'hui à parler des Dominici, est-ce que ça peut aider, on va dire, à envisager une révision? Je veux dire, ou est-ce qu'un ministre est sensible à ça? Puisque maintenant, on a bien compris, le seul recours, c'est le garde des Sceaux. Alors là, il faudrait poser la question. J'entends bien, ministre, mais vous connaissez bien la machine. Si vous me demandez mon avis personnel, pour moi, non, pas du tout. Pas du tout, parce que ce qui est intéressant, ce sont les dossiers, les thèses en présence, jauger les forces probantes des arguments qui sont apportés par les uns et les autres. Et disons que c'est neutre. Je veux dire, pour des professionnels de la justice, c'est neutre. Ce que j'ai vu du morceau de film, moi, ne m'apporte rien du tout. Il m'apporte une thèse. Donc quelque chose pour prouver l'innocence, pourquoi pas,
Mais je veux dire, ce n'est pas l'objectivité. Donc l'objectivité, c'est autre chose. C'est précisément... Là, on est en plein, à chacun sa vérité. Hein. On est en plein psychodrame, Pirandello, chacun sa vérité avec la même bonne foi, la même conviction. Mais les juges, c'est autre chose. Il faut voir les preuves. Juger sur pièce. Juger sur pièce. Merci infiniment. C'est la fin de cette première partie de C'est dans l'air, rediffusée comme tous les soirs à 23h30. Je vous rappelle que si vous avez le câble et le satellite, eh bien on se retrouve dans quelques instants pour répondre à l'ensemble de vos questions. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous demain, 18h. Merci.